Je fais cette tribune à l'intention de la génération des milléniaux et de celle de la génération Z de la République démocratique du Congo. Ces jeunes adultes sont aujourd'hui trentenaires, voire même quadragénaires. Le pays leur appartient. Nous qui sommes de la génération des baby-boomers, nés après la Deuxième Guerre mondiale et pendant les années pré- et post-indépendance africaines, nous devons leur céder la place. Un sujet qui trotte dans ma tête et que les générations montantes doivent comprendre, c'est celui du dialogue. Un passage obligé dans notre vie en tant que nation. On ne le dira jamais assez, la République démocratique du Congo est un pays continent, de par ses divergences qui se manifestent à travers divers aspects, notamment les tensions politiques, les conflits armés, les problèmes de gouvernance et les disparités économiques. Prenez par exemple la partie orientale du pays, qui va de l'Ituri en passant par la région des Grands Lacs pour aboutir au Grand Katanga. Il se fait que les richesses du pays, jusque-là connues, avec certitude, sont concentrées dans cette partie du pays. L'or du Kibali-Ituri, le coltan, le pétrole, la cassitérite et autres métaux rares dans les Kivu. Au nord Katanga, on trouve le lithium et d'autres métaux recherchés et convoités par ceux qui ont des programmes spatiaux. Cerise sur le gâteau, on trouve également le cuivre et le cobalt, ainsi que l'uranium dans la partie sud du Katanga. D'où la nécessité de conscientiser la nouvelle génération pour qu'ils soient dotés d'instruments nécessaires pour la préservation de notre patrimoine commun, qu'on ne peut en aucun cas brader pour la protection d'un pouvoir quelconque. Pour comprendre les soubresauts que notre pays connaît, je me propose de parler de manière succincte de deux dialogues qui ont précédé celui qui s'annonce. C'est donc un exercice pédagogique qui sera utile si on y prête l'attention nécessaire. Je commence par la Conférence nationale souveraine des débuts des années 1990. Alors, on y va. Et c'est parti. Année 1991. Le pouvoir du maréchal Mobutu Sese Seko, issu de la libéralisation politique proclamée le 24 avril 1990, fait face à la pression des forces politiques et sociales de l'opposition. Les forces politiques comprennent l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, du trio Frédéric Kibasa-Maliba, Marcel Antoine Liaou et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le Parti démocrate et social-chrétien de Joseph Iléo Songoamba, l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants de Jean-Nkunz Kalibond, l'Union des démocrates indépendants de Léon Kengo-Adondo, ainsi de suite. Pendant que le pouvoir Mobutu opte pour une conférence constitutionnelle, l'opposition se prononce pour une conférence nationale souveraine sur le modèle du Bénin et du Congo-Brazzaville. La pression est tellement forte que le maréchal Mobutu va convoquer non pas une conférence nationale souveraine, CNS, mais plutôt une conférence nationale tout court, sur base de l'ordonnance loi numéro 91/097 du 11 avril 1991. Au terme de l'article 2 de cette ordonnance, la conférence nationale est chargée de discuter de toutes les questions d'intérêt national en vue de la démocratisation des options fondamentales de la Troisième République, élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum populaire, déterminer le contenu de la loi électorale et élaborer un calendrier électoral. Sous la direction du bureau provisoire présidé par le pasteur Kalonji Mutambai Wakabongo, la conférence nationale s'ouvre le 31 juillet 1991 dans une confusion totale résultant de la bataille des égaux. La confusion se poursuit jusqu'au 23 septembre.
date du premier pillage du tissu économique et social avec une ampleur jamais connue depuis la création de notre pays. À partir de ce moment, le Zaïre entre dans un cycle de désordre institutionnel jamais vécu avec la nomination de 3 premiers ministres en l'espace de 3 mois. Étienne Tshisekedi, nommé dans le cadre des accords du Palais de Marbre 1, le 29 septembre de la même année, pour être déchu le 1er novembre 1991. Bernardin Munguldiaka, nommé le premier pour être déchu le 25 novembre 1991. Et ensuite, Jean Ngoz Kalibond, nommé dans le cadre des accords du Palais de Marbre 2, le 25 novembre pour être déchu le 15 août 1992. Sur ces entrefaites, la Conférence nationale reprend ses travaux le 7 août. La nuit du 11 au 12 décembre 1991, elle désigne Monseigneur Laurent Monsengo, président du nouveau bureau définitif de ce forum. L'année 1992, moins de 3 mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Jean Ngoz Kalibond suspend le 9 février la conférence nationale jusqu'à nouvel ordre et fait rentrer le pays dans l'agitation politique. Pour réclamer sa réouverture, les prêtres proches du comité laïque chrétien, mais aussi de Monseigneur Laurent Monsengo, annoncent pour le 16 février 1992 l'organisation d'une marche des chrétiens. La veille, le cardinal Frédéric Etchao obtient du maréchal Mobutu la levée de la mesure de suspension de la conférence nationale souveraine avec espoir de faire annuler la marche. Mais hélas, la marche est maintenue et le dimanche 16 février 1992, Kinshasa va vivre une répression sanglante d'une manifestation publique jamais atteinte en ampleur. Dès la réouverture de la conférence nationale, les honorables conférenciers décident de consacrer la souveraineté du forum au travers de l'acte fondamental proclamant la souveraineté de la conférence nationale adoptée le 5 mai 1992. La conférence nationale enfin souveraine aura 2 moments forts mais contradictoires. L'élection dans l'euphorie le 15 août du Premier ministre Étienne Tshisekedi pour succéder à Jean Ngoz Kalibond. Et deuxième moment fort, la fermeture dans la stupeur le 6 décembre 1992 de la Conférence nationale souveraine à la suite de la mesure unilatérale d'interdiction de consommation des nouveaux signes monétaires décidée par le Premier ministre. Mais en réalité, à la suite du refus de ce dernier de recomposer son gouvernement en intégrant les moboutistes et des ministres de l'opposition qualifiés de vertébrés. C'est vrai que l'équipe initiale d'Étienne Tshisekedi avait recruté ceux qu'on appelait aussi des invertébrés, sur lesquels il régnait en potentat à son tour alors qu'il justifiait son combat depuis la publication de la lettre des 13 parlementaires le 1er novembre 1980 par la lutte contre la dictature. Les réactions incontrôlées vont susciter au Chaba, Katanga aujourd'hui, province d'origine du Premier ministre sortant Jean de Dieu Ngoz Kalibond, des affrontements intercommunautaires entre Chabiens et Kassaïens. Quels étaient les objectifs de la Conférence nationale souveraine? La convocation de la Conférence nationale souveraine visait en réalité 3 buts. Relecture de l'histoire du Zaïre du 30 juin 1960 au 30 juin 1991, mise en place d'un nouvel ordre institutionnel au travers de l'adoption d'une nouvelle constitution et enfin la réconciliation nationale. Résultat final au 6 décembre 1992. À sa clôture, il s'est avéré que la relecture de l'histoire du Zaïre ne s'est pas faite correctement. Pour preuve, réputées sensibles, les commissions assassinat et bien mal acquis
n'ont jamais présenté leurs rapports respectifs en plénière. Le nouvel ordre institutionnel et la nouvelle constitution escomptée de cette relecture n'ont pas été mis en place ni en vigueur. La réconciliation nationale n'a pas eu lieu. Et maintenant, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de tout ceci? L'enseignement à tirer est que, n'ayant pas voulu de la conférence nationale, ni de la conférence nationale souveraine, le maréchal Mobutu Sese Seko a laissé faire jusqu'en mars 1993. Par voie de conséquence, si le président de la République actuelle ne veut pas du dialogue tel que préconisé dans le pacte social par la synergie Senko-SCC, pacte ouvert pourtant à l'enrichissement souhaité vivement par la majorité des forces politiques et sociales en présence, il sera bien difficile de le convaincre d'y adhérer de gaieté de cœur. Mais au moins la vérité à admettre est que l'obstination du maréchal Mobutu Sese Seko à vouloir un dialogue selon sa volonté, c'est-à-dire un dialogue à son image, ne lui a pas porté chance. Qu'est-ce qui avait motivé la revendication du dialogue zaïrois dénommé Conférence nationale souveraine? Il n'y a rien de mieux pour justifier l'impératif du dialogue national appelé Conférence nationale que les motifs évoqués par les honorables conférenciers pour en proclamer la souveraineté, c'est-à-dire ce préambule que nous reprenons dans son intégralité. Nous, peuple zaïrois, réunis en conférence nationale, constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années, considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion de valeurs morales et spirituelles, la chute de la monnaie nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire, l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés, l'incivisme et l'anarchie. Convaincus de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique, mus par la volonté inébranlable d'analyser sans complaisance les causes de cet échec en vue de trouver, dans un esprit de dialogue et de reconstruction, les solutions efficaces destinées à relever ce défi et à jeter les fondements d'un état de droit devant garantir un développement intégral et harmonieux à la nation. Considérant que la conférence nationale est une assemblée du peuple constituée de délégués des forces vives de la nation, considérant le large soutien que la nation apporte à la conférence nationale, considérant que nul n'est au-dessus du peuple et que de ce fait, personne ne peut se soustraire à ces décisions, et réaffirmant la nécessité de lier l'ensemble des institutions établies aux décisions de la conférence, conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, proclamons: la conférence nationale est souveraine, ses décisions sont impératives, exécutoires et opposables à tous. Ceci a été fait à Kinshasa le 5 mai 1992. En conclusion donc, comme le régime du mouvement populaire de la Révolution, le MPR, en 1991, le régime UDPS crée lui-même aujourd'hui les raisons du dialogue. Et comme souligné précédemment, en voulant d'un dialogue selon sa volonté, c'est-à-dire un dialogue à son image, le maréchal Mobutu Sese Seko a perdu l'initiative politique. Il ne l'a plus jamais recouvrée. Je m'appelle Barnabé Kikaya Bin Karoubi, professeur à l'université de Kinshasa,
Faculté des lettres et sciences humaines, département des sciences de l'information et de la communication.